Donc, pour commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle, Kesty Jordier, je suis chargée de mission cohésion territoriale au sein du Centre de ressources politiques de la ville et cohésion sociale, Ville et Territoires Occitanie. Alors vous me direz pourquoi un CRPV, travaille sur des questions de pauvreté en milieu rural? Ça part d'une volonté de monsieur Pélisson de pouvoir, s'appuyer sur toute l'ingénierie qui existe, dans le cadre de la politique de la ville et de pouvoir l'appliquer, en ruralité sur les questions de pauvreté, étant donné que sur ces territoires, on dispose parfois de moins de moyens, moins d'ingénierie, alors qu'il y a beaucoup d'exemples sur lesquels on pourrait s'appuyer. Donc, l'idée principale étant celle-ci. Donc, on essaye de décloisonner un peu les politiques publiques et de pouvoir s'inspirer les unes des autres afin d'agir au mieux et au plus près des personnes en situation de pauvreté et de précarité. Donc voilà, je vais laisser mes co-animateurs se présenter. Et puis, on pourra peut-être faire un rapide tour de table, mais vraiment rapide en disant nom, prénom, votre poste et puis, l'organisme auquel vous appartenez. Donc voilà. Andrea ou Ulrich, je vous laisse la parole. Vas-y Andrea, je t'en prie. OK. Alors bonjour à toutes et à tous, Andréane Jamini, donc je suis chargée de communication, au sein de Ville et Territoires Occitanie et j'accompagne donc après leur mission, j'accompagne également, Kessie sur, le pacte des solidarités, d'où ma présence aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Ulrich. Oui, bonjour à vous. Ulrich Vrand, chargé de mission en ingénierie sociale au CIAS Coval d'Or, communauté de communes de la partie nord du Lot. Je suis également enseignant vacataire auprès de l'IUT de Figeac en carrière sociale et j'interviens depuis une quinzaine d'années au Centre national de la fonction publique territoriale et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un sujet passionnant et très transversal, cette question de la pauvreté. Voilà, merci à vous dans tous les cas d'avoir rejoint le groupe de travail. Oui. Alors je vais peut-être désigner parce que vous ne voyez certainement pas dans le même ordre que moi, du coup, Alix Pratlong. Oui, bonjour. Je suis Alix Pralon, je suis directrice d'un service de prévention spécialisé à Alès, dans le Gard, et sur quelques communes, on va dire, périurbaines, voire rurales. En parallèle de ça, je suis secrétaire du CNLAPS, qui est notre comité national des structures de prévention spécialisées en France. Et j'anime du coup dans ce cadre-là un groupe de travail sur la prévention spécialisée et la ruralité. Voilà, et c'est à ce double titre que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être libérée pour participer. Amandine Rouquette. Oui, bonjour. Moi, je suis chargée d'action sociale à la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois dans le Tarn. Euh, je suis, on est lauréat d'un appel à projet porté par le commissaire à la lutte contre la pauvreté sur voilà, la pauvreté notamment en milieu rural. Merci beaucoup. Amel Lacouache. Bonjour à tout le monde. Donc je suis Amel Lacroix, je suis responsable des études et des parcours à l'IFRAS, qui est un centre de formation destiné à former les futurs travailleurs sociaux et du personnel soignant. Donc moi j'ai en charge les 4 formations, de superviser les 4 formations, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, accompagnant éducatif et social et éducateur de jeunes enfants. J'ai une de mes missions principales est l'accompagnement et l'adaptation des parcours de formation des étudiants qui présentent des difficultés liées à leur situation sociale, familiale ou de santé, qui pourraient compromettre leur formation, donc notamment les questions de précarité. Merci beaucoup. Alors, Aurélie Rénal. Je ne vous vois pas forcément à l'écran, donc je ne sais pas si vous avez pris la parole, mais en tout cas, votre micro est coupé. Sinon, on peut continuer. Ah, je vois que Monsieur Pélisson nous a rejoint. On finit le tour de table rapidement, Monsieur Pélisson, et puis je vais vous laisser la parole par la suite si ça vous convient. Euh, Laure Faury. Je viendrai. Faurier.
Allez-y, pardon. Je reprends la... D'accord. Anne Faury. Alors pareil, je ne sais pas si vous parlez, je ne vous vois pas forcément à l'écran comme je projette. Non. Bon, je vais continuer. Excusez-moi si je passe rapidement. J'essaie de rester dans le timing comme on a prévu 10h midi. Donc, Corinne Barrère. Oui, bonjour. Donc, Corinne Barrère, je suis conseillère formation au CNFPT, que Monsieur Vrand a cité tout à l'heure, et je suis en charge de l'offre régionale de formation sur le champ de l'inclusion sociale. Donc, il y a un certain nombre de modules de formation continue que nous proposons sur le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité. Très bien, merci beaucoup. Benoît Prévost. Bonjour, désolé, j'étais en train de rallumer mon micro. Bonjour à toutes et tous. Benoît Prévost, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, responsable du master intervention et développement social de la même université et directeur du centre universitaire du Guesclin, qui est l'antenne de Paul-Valéry à Béziers. Je travaille maintenant depuis plusieurs années avec le commissaire Éric Pélisson, notamment pour accompagner des journées d'études, à la fois pour mobiliser des enseignants-chercheurs, des chercheurs quand c'est nécessaire, quand vous le désirez. Et je vais d'ailleurs organiser, je suis désolé, je ne pourrais pas rester jusqu'à midi, je vais organiser 2 journées d'études, une très certainement en septembre, une en janvier, qui pourrait intéresser le groupe de travail, parce que la première, celle de septembre, portera sur la précarité au féminin. Et j'aimerais bien qu'il y ait un axe justement d'abord parce que la pauvreté est souvent invisibilisée dans l'espace rural, et encore plus quand ça concerne les femmes. Donc je pense que ça pourrait être particulièrement intéressant. Et aussi une autre journée d'études qui aura lieu en janvier 2026, qui portera sur l'isolement et la précarité relationnelle. Il y avait déjà eu une journée là-dessus à Sommières. Et l'idée, c'est de continuer à travailler et éventuellement à faire des comparaisons entre milieux urbains et ruraux. Voilà, mais je suis aussi, alors la question de la pauvreté en milieu rural m'intéresse à plein de niveaux, parce que ça fait plusieurs années que j'accompagne des projets de développement local, et notamment en lien avec la transition écologique, expérimentation du revenu de transition écologique en Haute-Vallée de l'Aude, des territoires zéro chômeur dans des milieux ruraux. Et sur des territoires ruraux, je pense qu'il y a plein de thématiques très intéressantes à travailler, parce que ça vient changer la manière de concevoir l'intervention sociale. Et je suis aussi co-responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes de l'Hérault, et nous allons ouvrir justement un groupe de travail sur les violences faites aux femmes en milieu rural. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide ni trop long. Merci beaucoup, en tout cas, plein de perspectives auxquelles ce groupe de travail pourra se joindre. Merci beaucoup pour cette rapide présentation. Je n'avais pas forcément prévu qu'on fasse le tour de table tout de suite, mais plutôt dans les ateliers. Mais en même temps, je me dis, si vous avez des éléments à apporter, soit vous pouvez les mettre à l'écrit dans le chat, soit les dire, mais vraiment rapidement lors de votre présentation. Donc, je poursuis avec Jean-Pierre Bezombre. Oui, donc Jean-Pierre Bezombre-Vaillé, je suis conseiller action culturelle et territoriale à la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, et je suis parmi mes missions référent régional culture, lutte contre la pauvreté. Et depuis 2021, si je ne me trompe pas, voilà, on expérimente avec Éric Pélisson un certain nombre d'approches, notamment au niveau de la ruralité, puisque c'est peut-être là où on a le plus poussé nos investigations sur la question du rapport à la culture et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Mais on a aussi travaillé sur d'autres sujets. Dernièrement, on a travaillé sur la question de l'accès à la culture et de l'expression des droits culturels des populations tziganes. Voilà, on est sur une diversité de sujets. Merci beaucoup. Alors, c'est Dansac de l'IUT de Figeac. Pardon, je ne retrouvais plus sur l'outil l'activation. Alors, on ne vous entend pas très bien. Ah, pardon, alors je vais essayer de me rapprocher un peu du micro. Est-ce que ça va mieux comme ça? C'est beaucoup mieux, je vous remercie.
D'accord. Donc, Christophe Dansac, je suis responsable du département de carrière sociale de l'IUT de Figeac, qui forme de futures animatrices, animateurs socioculturels et des éducatrices, éducateurs spécialisés. Donc, ce département est situé à Figeac, donc en zone très rurale, avec des problématiques parfois effectivement de pauvreté de nos étudiants eux-mêmes. Et sinon, je suis aussi coordinateur d'un observatoire, l'Observatoire des jeunesses et des politiques jeunesse du Lot, qui est un outil qui permet de mettre en place des enquêtes de manière régulière sur les jeunes du territoire. Voilà. On a fait des enquêtes sur le rapport au travail, sur le harcèlement chez les collégiens, et puis plus récemment sur le bien-être des jeunes lycéens du département du Lot. Voilà. Et donc, cette participation au groupe de travail, c'est à la fois en tant que responsable de formation, parce que intéressé par ces questions-là, et en tant que chercheur. Merci. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec Camille Eldarov. Oui, bonjour, merci. Camille Eldarov, je suis assistante sociale de formation et anciennement chef de service à la protection judiciaire de la jeunesse dans le Lot. Et aujourd'hui, je suis formatrice et j'interviens sur plusieurs filières en travail social, comme les assistantes de service social, les éducateurs spécialisés et les étudiants en carrière sociale sur la Croix-Rouge, l'IUT de Blagnac et l'IUT de Figeac. Merci beaucoup. On a une forte représentation du Lot, j'ai l'impression. Caroline Bidot. Oui, bonjour, je suis chef de projet Petite Ville de Demain en Lozère sur la communauté de communes Aubrac-Lot-Costarn et à travers ce poste qui balaye tous les champs, habitat, culture, insertion, inclusion numérique, c'est un sujet important sur notre territoire, l'accès aux personnes qui ne sont pas directement concernées par les services. Très bien. Merci beaucoup. Christophe Guinaud. Oui, bonjour. Donc, Christophe Guinaud, je travaille à Quercy Énergie, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat du Lot. Et ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le lien entre précarité et énergie, donc avec de la visite à domicile. On est également formateur du diagnostic socio-technique qui est porté par le réseau Clair. Voilà, on travaille en partenariat avec le département du Lot. Très bien, je vous remercie. Claire Alazar. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Oui. J'ai un petit souci de micro, donc il est possible que je sois coupée, mais j'utiliserai le fil de conversation au cas où. Donc, je suis conseillère technique en travail social, chargée de mission à la DEPS-PP de l'Aveyron. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Claire-Lyne Descailleux. Alors, aujourd'hui, je représente l'association Job IRL qui œuvre en faveur de l'égalité des chances pour les jeunes sur le plan de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Nous, en Occitanie, on intervient aussi principalement en établissement scolaire, mais aussi en espace d'accueil de public, notamment pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. Et on a aussi des actions, notamment de mentorat pour accompagner les jeunes sur leur projet d'orientation de parcours d'avenir et notamment une plateforme qui leur permet de prendre contact avec des professionnels pour ouvrir leur réseau et leurs perspectives. Très bien, merci beaucoup. Damien Cordier. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Et je vais même vous montrer un coup ma tête. Donc, je suis coordinateur de convention territoriale globale pour l'agglomération du Gard rhodanien et je suis là aujourd'hui parce que ma convention couvre 5 axes, dont l'accès au droit et l'animation de la vie sociale, et qu'on a 42 communes rurales sur notre territoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Desbons Marie-Pierre. Oui, bonjour, Marie-Pierre Desbons, directrice de Gers Solidaire, qui est un GIP qui accompagne les personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire dans le Gers, dans leur accès au droit, à la santé et au numérique, entre autres. Merci. Merci beaucoup. Marie-Josée Escanez. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai l'impression que je suis peut-être le seul élu dans
dans l'équipe. Donc, je suis Marie-Josée Escanès, je suis vice-présidente sur le territoire de la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois. Donc, peu de compétences techniques, mais beaucoup d'intérêt pour ce sujet de pauvreté en milieu rural. Donc, voilà, je vais beaucoup écouter, je pense. Merci. Merci beaucoup. Et puis enfin, Gaëlle Bertrand. Bonjour, Gaëlle Bertrand, donc responsable de la plateforme mobilité de l'association Montauban Service. En fait, on intervient donc sur le Tarn-et-Garonne à destination d'un public de 16 à 60 et quelques années, qui est plutôt dans une précarité, donc des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de minima sociaux. Et en fait, on peut les accompagner sur de la location solidaire de véhicules, des réparations à moindre coût, de l'accès au permis ou de l'accès au transport en commun. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir pu nommer tous les participants. N'hésitez pas à faire votre présentation via le chat. Et désormais, je vais laisser la parole à Monsieur Pélisson, Monsieur Éric Pélisson, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté en Occitanie. Excusez-moi, mais j'ai pas été nominé pour me présenter. Ah, pardon. Moi non plus. Allez-y dans ce cas. Désolée, Donc, je ne vois pas tout le monde. Désolé. Donc, Luc Vincent, conseiller municipal et membre du CCS de la commune de Romoulin, donc une commune de 2300 habitants qui est donc concernée par le sujet. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, moi non plus, je pense qu'il y a un petit oubli, peut-être. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, on vous rapidement. entend. Non, rapidement. Meki Moura, donc, je suis coordinateur social du CIS de la communauté commune Cœur-Poteau du Comminges, qui comprend 104 communes et 44 000 habitants, qui a un centre social et un SAD. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, je vais le faire aussi rapidement qu'ici. Oui. Je t'entends, on t'entend. D'accord. Donc moi, c'est Pascal Manjarès. Je suis coordinatrice PST, donc projet social territorialisé pour la communauté de communes du Piémont-Cévenol, depuis le mois d'octobre. J'ai une formation en droit en sciences criminelles. Je suis diplômée d'état d'éducatrice spécialisée. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec des publics en précarité. Je suis également formatrice en langue des signes française. Et j'ai créé un réseau de santé dans le cadre de la précarité, du soin et du parcours de santé. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Monsieur Martini Alexandre, pardon. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Martini, je suis directeur de la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale. Nous travaillons sur un programme de recherche aléas climatiques et précarité en Occitanie. Et dans le cadre de, justement des thématiques à inclure dans ce programme, le sujet de l'isolement en ruralité sur la région Occitanie apparaît comme un sujet principal, puisque il y a aggravation d'une situation déjà dégradée du fait notamment de nouvelles conditions climatiques. Donc c'est un sujet qui nous intéresse à suivre pour de potentiels projets. Très bien, merci beaucoup. Parmi ceux qui ont levé la main, je vois également Ligier Vincent. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend, oui. Donc moi je suis Vincent Ligier, je travaille au CNFPT, donc je suis le collègue de Corinne qui s'est présentée tout à l'heure. Donc moi je suis le responsable de l'antenne du Quercy, donc une antenne territoriale. Le Quercy c'est le Lot et le Tarn-et-Garonne. On forme donc le CNFPT, en 2 mots, c'est l'organisme de formation des agents territoriaux. On forme 5500 agents à peu près dans mon antenne par an, dans les 240 métiers de la fonction publique, et notamment des métiers qui ont vocation à avoir comme public, comme usager, des agents qui seraient dans des situations de pauvreté, donc en milieu rural, sur ces départements-là. Donc aide à domicile, travailleurs sociaux, mais on pense aussi aux secrétaires de mairie, au personnel des EHPAD, France Service évidemment et autres. Voilà en 2 mots. Merci beaucoup. Alors, Oriane Gontec. Oui, bonjour, Stéphanie Boyer. En fait, je suis la directrice de la Maison des ados et des jeunes du Lot et je suis accompagnée effectivement de Oriane Gontec en sa qualité d'éducatrice spécialisée. La Maison des ados œuvre en faveur des questions de santé des 11-25 ans et la santé dans sa dimension globale inclut évidemment les questions de pauvreté sur lesquelles plusieurs secteurs du département sont très concernés. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, Nadia Okbani, n'hésitez pas à couper vos micros, ceux qui ne sont pas en train de prendre activement la parole.
Alors, bonjour à toutes et à tous, Nadia Ogbani, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je suis collègue de Christophe Dansac qui s'est présenté là de l'IUT de FIJAC. Et moi, je suis spécialiste des questions d'accès aux droits, de politique sociale locale et nationale. Et je travaille notamment sur une comparaison avec Céline Segalini sur la précarité et l'accès aux droits en milieu rural sur le coup de Grand-Pyrénées, et aussi en faisant une comparaison dans le cas du Grand Figeac dans le Lot. Donc avec voilà, plutôt une démarche de recherche sur ces questions-là. Merci beaucoup. Maude Morin. Oui, bonjour. Donc, Maude Morin, directrice de l'association d'insertion par l'activité économique Regain sur le territoire de Figeac dans le Lot. Donc, effectivement, grosse représentation du Lot. Donc, nous accueillons et accompagnons des personnes en transition professionnelle et très souvent en situation de précarité sur des ateliers et chantiers d'insertion, et une association intermédiaire qui fait de la mise à disposition de personnel. Merci beaucoup. Ensuite, Monsieur Michel Caponi. Après ça, pour pouvoir continuer sur le timing, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas pu se présenter, à le faire en chat pour qu'on puisse continuer. Je vous remercie. Donc, Michel Caponi, je suis le président de l'UDAF de la Lozère, qui gère le microcrédit et le point conseil budget, et un point conseil budget. Et je suis également maire adjoint de la commune de Florac et président du CCAS de la commune. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos présentations. Monsieur Pélisson, je vous laisse la parole pour de bon cette fois-ci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, oui. Oui. Alors, je vais quand même couper l'image parce que je pense que la bande passante n'est pas très bonne et donc je ne veux pas prendre le risque que vous n'entendiez pas bien. Donc, bonjour à tous, très heureux de découvrir la richesse de vos parcours, de vos engagements, de vos profils et de vos territoires. Et donc, effectivement, je voulais dire 2 mots d'introduction très rapides. Le premier, c'est qu'en effet, j'étais il y a 25 ans déjà sous-préfet à la politique de la ville et que je pense que les outils qui ont été développés en matière d'ingénierie de la politique de la ville sont tout à fait pertinents et transposables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que Ville et Territoire, et notamment donc Kessie Jordier qui anime notre webinaire, puissent nous accompagner sur ce sujet. Alors, pour mémoire, quelques exemples d'actions qui ont été développées sur la lutte contre la pauvreté en milieu rural, sur crédit de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Alors, des journées d'études, Benoît Prévost y faisait référence tout à l'heure, notamment sur l'isolement en milieu rural à Sommières dans le Gard en 2023. On a également travaillé avec Jean-Pierre Besombe, qui l'a dit également, sur la question de l'accès à la culture en milieu rural. On a travaillé avec Mobine et les associations qui adhèrent sur les sujets de mobilité solidaire. On a également l'année dernière eu, alors avant de parler de l'année dernière, en 2023, un appel à manifestation d'intérêt et donc 3 communautés de communes dont j'ai entendu que l'une était présente ici aujourd'hui, qui ont été labellisées pour les accompagner sur leur projet stratégique de lutte contre la pauvreté. Et puis en 2024, on a réitéré en élargissant, effectivement, nous aurons une présentation tout à l'heure des pactes territoriaux dont une bonne partie sont en milieu rural. En 2026, nous aurons en tout début d'année une journée sur la solitude des personnes âgées par les petits frères des pauvres. Benoît Prévost, donc, qui s'est exprimé tout à l'heure, y participera également. Et donc, la question de la pauvreté en milieu rural est évidemment une préoccupation de la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté qui, sous l'autorité de Catherine Vautrin, ministre à la fois du Travail, de la Santé, des Solidarités et de l'Enfance, qui effectivement m'attribue, on va dire, à la fois les crédits et les orientations. Et donc, sans plus attendre, je me félicite à nouveau de votre présence. Je remercie les intervenants et je vous rends la parole et je vous écoute avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Pélisson.
Alors, j'ai prévu de vous faire une petite présentation rapide en complément de ce que M. Pélisson vient de nous apporter sur le pacte des solidarités et plus précisément les leviers sur lesquels il peut s'appuyer en Occitanie. Donc, le pacte des solidarités, qu'est-ce que c'est? C'est une politique publique qui s'appuie sur quatre axes, pardon. Le premier étant la question de la prévention de la pauvreté et de la lutte contre les inégalités dès l'enfance. Ensuite, en lien avec la réforme France Travail et la loi plein emploi, il est question d'amplifier la politique d'accès à l'emploi pour toutes et tous. Axe 3, de lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits. Donc, ça regroupe des dispositifs tels que territoire zéro non-recours, entre autres. Et puis enfin, l'axe 4, autour de la construction d'une transition écologique et solidaire. Donc, les différents leviers d'action sur lesquels s'appuie cette stratégie au niveau local sont les contractualisations avec les départements et les métropoles, 3 métropoles de mémoire en Occitanie, Perpignan, Montpellier et Toulouse, sur les contrats locaux des solidarités. Également une animation régionale, comme M. Pélisson l'a abordé un peu plus tôt, des conférences régionales, des journées d'études, des webinaires. Une co-construction avec les acteurs par le biais de 13 groupes de travail thématiques, dont le nôtre, hein, bien entendu, avec on va y arriver, excusez-moi, avec des sujets différents et variés, à la question de la transition écologique, à la question du numérique, de l'inclusion numérique et bien d'autres. Si vous êtes intéressé à vous joindre à d'autres thématiques, n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'actualité des groupes de travail sur le site internet pauvretéoccitanie.fr. Je rappelle que je vous ferai parvenir le support de présentation avec tous les liens cliquables par-dessus. Donc, ne vous en faites pas si vous n'avez pas le temps de noter à l'instant T. Ensuite, il y a également la dimension de pactes territoriaux des solidarités qui sont focalisés sur une vingtaine de territoires qui ont été identifiés comme prioritaires. On y reviendra par la suite. Nous avons un intervenant qui complétera mon propos. Nous avons également un appel à manifestation d'intérêt expérimental qui a vocation à préfigurer une politique publique spécifique à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Nous avons les lauréats qui sont présents parmi nous par ailleurs. Donc un dans le Tarn avec la communauté de communes du Mont-d'Allois et du Villefranchois. Une autre communauté de communes dans le Gard qui est la CC du Piémont-Cévenol et puis en Pyrénées-Orientales la CC du Haut-Val-Espire. Voilà. Et puis un dispositif qui est important de mentionner, qui est les cantines scolaires à 1 euro, dont le principe est une tarification sociale et solidaire pour les cantines. Donc, dans le cadre de la politique de prévention et de lutte contre la pauvreté, dès 2019, le gouvernement a déployé ce dispositif afin de viser la réduction des inégalités alimentaires, l'aide des familles défavorisées et le soutien des petites communes. Donc, nous envisageons avec M. Pélisson d'organiser un webinaire dédié à cette question d'ici avril. Donc, toutes les informations vous seront communiquées par les différents canaux du groupe de travail. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou moi ou M. Pélisson. Donc, je vais pas y passer trop de temps. Ensuite, donc je reviens plus précisément sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Donc, ce groupe de travail pauvreté en milieu rural, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de travail qui a vocation à aborder de façon transversale les différents enjeux et différentes problématiques de prévention et de lutte contre la pauvreté dans les territoires sur lesquels vous intervenez. Donc, comme vous avez pu le constater, on a une myriade d'acteurs différents qui sont plus près des territoires, qui connaissent les acteurs, les publics, etc. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous joindre à ce groupe et participer pleinement parce que vous y trouvez un intérêt, que ce soit personnel, que ce soit dans le cadre de la recherche ou que ce soit dans le cadre de vos missions. Donc en 2023, on a pu organiser 2 temps forts. Enfin, je dis, c'était plutôt mon prédécesseur dont j'ai repris la main en cours de route, dont une journée sur la précarité relationnelle à Sommières, donc comme ça a été abordé plus tôt, et puis une journée thématique avec la DRAC sur la culture, la pauvreté et la ruralité à Lézignan-Corbière.
Donc voilà, il y a pas mal de sujets qui avaient émergé des travaux précédents. Et on essaye pour 2025, il y a eu, comme vous avez pu le constater, il y a eu une petite période de flottement en 2024. On n'a pas pu réunir le groupe de travail parce que nous étions en pleine réorganisation, je dirais. Mais l'idée, c'est qu'on repart sur une dynamique nouvelle cette année. On a 2 temps qui sont prévus. On vous proposera 2 temps au cours de l'année. Et là, donc, on est en début de démarche. L'idée, c'est de se connaître, d'échanger sur nos difficultés, nos projets, de s'acculturer avec des gens qui sont entre personnes qui sont déjà en lien sur les questions de ruralité, de travail social, de pauvreté. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire la dynamique du groupe de travail toutes et tous ensemble. Donc voilà, sur les 2 temps que j'ai abordés un peu plus tôt dans mon laïus, le deuxième, on n'a pas encore de date précise à vous proposer pour le moment, mais on envisage plutôt la rentrée 2025, donc septembre. Un temps en visio où on a préidentifié 2 sujets, mais sur lesquels on pourra revenir ensemble. Je vous ferai passer un questionnaire pour identifier plus précisément le sujet autour duquel on se réunira. Donc, soit la question de la notion d'autonomie en milieu rural et non pas l'autonomie au sens les politiques en direction du 3e âge, plutôt en ciblant la jeunesse et les seniors avec l'idée de à quel point on peut se mouvoir, avoir accès aux services, au commerce, etc., à l'emploi, à l'insertion en milieu rural. Et puis, une deuxième possibilité qui est la question de l'accès aux droits fondamentaux en milieu rural. Donc ça englobe toutes les questions de numérique, de mobilité et également, pardon, et bien d'autres. Donc on pourra resserrer ou étendre ces sujets tous ensemble. Là, pour le moment, c'était vraiment l'idée. L'idée, c'était vraiment de vous proposer des points d'accroche à définir et préciser ensemble. Et puis ensuite, un 3e temps qui pourrait avoir lieu fin 2025, voire début 2026, avec plutôt un format journée d'études, où on repartirait des sujets qui ont émergé lors du 2e temps et où on pourra également en profiter pour vous faire une restitution de l'expérimentation dont je vous ai parlé un peu plus tôt sur les 3 communautés de communes rurales dans le Tarn, dans le Gard et dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà. De façon générale, l'ambition principale de ce GT, c'est de pouvoir vraiment faire le lien entre les différents mondes professionnels qui exercent en milieu rural ou qui forment des professions qui vont elles-mêmes exercer en milieu rural. Et voilà, de faire ce lien, de favoriser l'interconnaissance, le dialogue, etc. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse vous répartir dans des salles afin que vous puissiez échanger entre vous en répondant à 3 questions. Donc, ces 3 questions sont: comment définiriez-vous la pauvreté? Votre définition, vous pouvez y aller par mots-clés, par éléments vous donner des exemples ou autres. 2e question, sur votre territoire, à quoi cela renvoie concrètement? Et puis enfin, quels sont les leviers et les solutions pour lutter contre ces situations? Donc ça peut être des idées, des initiatives en cours, des actions déjà portées ou voilà, ça peut être un peu de tout. L'idée, c'est vraiment de voir un petit peu comment vous envisagez ces questions, ce à quoi ça renvoie pour vous et de pouvoir profiter de ce temps pour faire remonter des projets ou des actions déjà en cours. Voilà, donc pour chaque groupe, on vous séparera en 3 salles qui seront animées par mes collègues et moi-même, donc Ulrich et Andrea, avec l'idée que nous serons en charge de la gestion du temps, de l'animation générale des échanges et également de la restitution de ces échanges. Donc vous disposerez de 45 minutes au total. Donc vous pourrez prendre directement la parole, soit après avoir levé la main pour éviter toute cacophonie quand même, parce que ça peut vite, on peut vite se parler les uns sur les autres via l'outil qui est Teams, ou écrire directement dans le chat si vous êtes plus à l'aise ainsi. Donc voilà, je vais tout de suite procéder à la mise en salle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux animateurs qui seront en charge de vous dans chaque salle. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et puis désormais, c'est à vous qu'on laissera la parole.
Kessie, juste avant que tu fasses les salles, désolé, avant qu'on passe à l'étape d'après, il y a une question Dis-moi. de Caroline Bidot dans le chat par rapport à des comptes rendus des journées évoquées en 2025. Donc, je laisse peut-être Ah, Alors, la question, c'est de savoir si on pourra vous fournir les comptes rendus. oui, en 2024, oui. Je pense que c'est la question s'ils seront mis en ligne sur le site. Ah, bien sûr, je peux tout à fait les mettre à votre disposition. C'est tout l'objectif, bien entendu. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui, et Alors, sur je le suppose que ça répond. Ah oui, t'as vu. Parfait. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Vous inquiétez pas, je vous mettrai à disposition toutes les ressources des journées précédentes qui ont précédé au temps d'aujourd'hui, ainsi que les ressources d'aujourd'hui. Donc voilà, et s'il manque des choses, n'hésitez vraiment pas à me solliciter parce qu'il y a des choses qui peuvent passer sous mon radar. Voilà. Donc je vais procéder, il y aura peut-être un petit temps de battement. Là, je procède à la répartition. euh, oui, à votre répartition dans les salles. Tout à l'heure. Alors, je vous ai fait sortir des salles de façon un peu forcée, j'en suis sincèrement désolée. On avait prévu 45 minutes pour les ateliers et je sais qu'on n'a pas pu aborder dans le détail et j'ai certainement coupé certaines discussions. Donc, encore une fois, sincèrement désolée, mais pour des questions de timing, je vais devoir reprendre le fil. J'ai prévu quelques apports théoriques qui ne vont pas forcément répondre entièrement à toutes les interrogations soulevées. Mais voilà, je vous invite on va vous partager pas mal de ressources qui permettront de poursuivre la réflexion. Et chacun de mes collègues, Ulrich et Andrea, vont me faire remonter les notes qu'ils ont prises pendant vos ateliers pour pouvoir centraliser le tout. En attendant la restitution globale de ce groupe de travail, on va procéder désormais à la restitution, une restitution rapide des échanges des ateliers. Donc, qui souhaite commencer? Andrea pour la salle 2 ou Ulrich pour la salle 3? Andrea, tu veux commencer? Je te laisse la main, Ulrich, vas-y. Ok. Donc des échanges extrêmement intéressants. Alors, ce qu'on a senti dans les premières paroles, c'est évidemment cette vision très transversale des questions de pauvreté. On a parlé aussi d'une approche systémique, c'est-à-dire que ne pas avoir une approche singulière et unique des questions de pauvreté, mais une approche très plurielle sur les questions d'économie, d'insertion, d'accès aux soins, la diversité des publics, la diversité des territoires. Donc cette nécessité de s'éloigner finalement d'une démarche très fragmentée, une démarche qui serait une démarche en silo, ça a été évoqué dans le cadre du groupe de travail que j'ai pu animer. Ça a été aussi abordé via la pyramide de Maslow sur les besoins essentiels. C'est l'une des premières choses qui a été évoquée, en disant que lorsque les besoins essentiels, jugés essentiels, ne sont pas satisfaits, on est dans une situation de pauvreté, de précarité. La question de l'accessibilité aussi de l'information dans nos territoires ruraux, et très rapidement est venue aussi en avant la question de la mobilité, donc de l'accès aux services publics. La pauvreté, c'est aussi la pauvreté financière, mais pas que. Ça va bien souvent au-delà. On a même des critères qui sont au-delà du financier, qui permettent de catégoriser, de définir clairement les questions de pauvreté. A été aussi identifié à plusieurs reprises des situations d'isolement de personnes en milieu rural. La question aussi du public senior, qui parfois est loin de tout, et cumule les difficultés d'accès aux soins, d'accès aux services, d'accès aux bourgs-centres. Évidemment, il n'y a pas que la question monétaire, mais il y a aussi les questions d'éducation sur les questions de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité. C'est d'autant plus vrai dans les territoires ruraux de faible densité. Alors là, évidemment, il y a la question du maillage territorial, de l'accès aux services publics, de la distance, parfois aussi une distance géographique, mais qui est bien souvent aussi une distance symbolique pour accéder aux différentes zones de services publics avec ce principe de bourg-centre. On a évoqué aussi la précarité des genres et l'accessibilité à la formation en évoquant le principe de stéréotype des genres qui marque encore un peu plus parfois les situations de fragilité
notamment chez les jeunes filles, sur la question de l'accès à l'emploi, sur la question du poids des stéréotypes et des représentations sociales. C'est bien l'absence de services publics qu'il faut traiter. Encore une fois, la question de la mobilité est réapparue comme un levier extrêmement important. L'accès à la pratique culturelle, alors évidemment au départ plutôt centré sur les villes, mais qui s'ouvre de plus en plus vers la ruralité, avec notamment le principe des microfolies, des camions numériques. On a aussi l'Aller vert qui a été développé, ça a été développé dans le groupe que j'ai pu animer, avec les espaces de vie sociaux aussi mobiles, et aussi l'expérimentation de la venue d'artistes sur les territoires, parfois territoires isolés, et qui cumulent aussi les questions de précarité relationnelle. Alors, quelques leviers, quelques solutions. Alors, évidemment, on a évoqué, on a échangé autour des questions de solidarité en milieu rural, la question du lien. On a parfois des instances qui sont complexes et multiples, superposition des dispositifs, parfois croisement des politiques publiques. Cette vision systémique sur l'économie, l'accès à l'emploi, doit aussi permettre de sensibiliser nos publics des territoires ruraux sur les stéréotypes de genre, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès aux soins. On a toute une série de dispositifs et plutôt lieux de vie qui permettent de développer du lien social et de la solidarité, les tiers-lieux, les centres sociaux. La pauvreté est aussi traitée au niveau interministériel. On a des actions en silo qui sont souvent identifiées avec pour autant une nécessaire transversalité, un croisement des politiques publiques. Jean-Pierre l'a rappelé, la question du maillage des dispositifs, être en capacité de mailler le territoire. On a Petite Ville de demain, on a maintenant aussi le PCAET, puisqu'on parle aussi des questions de transition sociale et écologique qui sont pour le coup très actuelles sur ces sujets-là. Développer aussi davantage les démarches participatives de nos adolescents, être en capacité de traiter la jeunesse plutôt comme une opportunité et pas un frein de développement. On a évoqué aussi le sujet de l'attractivité de nos secteurs ruraux. La jeunesse aussi comme un public qui serait un public cible, aussi comme peut l'être les seniors sur les questions de fragilité. On a parlé de valorisation du patrimoine, de l'attractivité de nos territoires ruraux, de ce maillage en bourg-centre. On a parlé des maisons de santé, des ressourceries, de petits villages, petites villes de demain. La nécessité de développer davantage l'Aller vert, alors avec plusieurs expériences sur une équipe d'infirmières aussi et de la distribution alimentaire, avec un camping-car connecté, des conseillers numériques. Voilà, il y a tout ce qui se fait sur les territoires. Alors évidemment, ce qui revient, c'est la question des financements. A été dit à plusieurs reprises, on sait faire, mais les financements sont parfois pas suffisants pour accompagner la démarche de manière efficace. L'Aller vert se développe de plus en plus dans les collectivités. On a même des psychiatres qui permettent un accès aux soins, notamment il y a un truc qui est développé sur le CHU de Nîmes, alors qui cible plus particulièrement les jeunes en milieu rural, qui se développe et qui agit sur les territoires ruraux reculés. La nécessité d'avoir plusieurs leviers d'action, notamment alors on pense par exemple à la lecture publique, qui est un élément aussi de lien social, de solidarité. La question de la culture est revenue à plusieurs reprises. La porte d'entrée aussi de nos services publics, que sont les secrétaires de mairie dans nos collectivités qui accueillent les usagers, les administrés, mais qui sont parfois très peu formés sur les questions de fragilité et de vulnérabilité. Ça, c'est un sujet qui a été développé et avancé par le CNFPT. La question de la formation et des sentinelles a été évoquée aussi comme un levier possible sur nos territoires ruraux via les secrétaires de mairie. A été évoqué aussi la pêche jeune et le principe de la CTG sur nos territoires ruraux, mais aussi une complexité des financements qui parfois fait qu'un peu on s'y perd. On a des territoires ruraux qui sont très singuliers. On a aussi une identité partagée, une histoire commune, et la nécessité de se sentir appartenir à un collectif et à un territoire. Pour résumer, on ne peut pas calquer l'urbain sur le rural. Donc évidemment, c'est toute cette question de la singularité qui est à prendre en compte dans les politiques publiques qui traitent des questions de prévention et de pauvreté. Donc voilà, j'ai essayé d'être fidèle, exhaustif, de le faire de manière très synthétique. En tous les cas, moi je remercie vivement le groupe de travail. C'était très riche, très enrichissant et on a pu évoquer toute une série de sujets, notamment également la question de la prévention spécialisée en territoires ruraux qui mérite aussi une attention toute particulière. Voilà, j'en ai fini. Kessie, je vous remercie et je vous laisse la main pour la suite des restitutions collectives. Merci beaucoup. Andrea, tu
Tu veux prendre la parole? Je vais essayer d'être la plus fidèle possible et en même temps d'être assez courte. Alors, pour la question du coup de la définition de la pauvreté, donc il y avait cette notion de personne qui se retrouve en rupture et qui du coup va plus être en mesure d'assumer financièrement et qui donc par conséquent va se retrouver en difficulté. Il y avait également cette notion un peu du coup de sentiment, dans le sens où du coup une personne va avoir parfois le sentiment d'être en situation de pauvreté malgré les aides ou les dispositifs dont elle va disposer. Et à l'inverse, du coup, des personnes qui vont pas se retrouver, qui se retrouvent dans des situations compliquées, mais qui refusent, entre guillemets, d'être catégorisées d'être enfermées dans la catégorie de pauvres. Il y a également, du coup, la catégorie des travailleurs pauvres qui considèrent que, de par leur situation professionnelle, ils ne sont pas en situation de pauvreté. Et il y avait du coup aussi cette différenciation à faire entre la catégorisation des politiques publiques et le sentiment des personnes concernées par rapport à leur propre situation. Et donc il y avait aussi cet enjeu et cette question de pauvreté en milieu rural, où le sens où les difficultés du coup, ça inclut notamment la jeunesse, où la situation d'un jeune en milieu rural sera différente du coup des jeunes en milieu urbain. Et donc, du coup, il y avait aussi cette notion de précarité et de pauvreté multifactorielle qui incluait donc, du coup, aussi la notion de précarité énergétique, aussi au niveau de l'habitat, donc l'adaptation, la vétusté, la mobilité et la santé environnementale, avec parfois aussi l'humidité, des problèmes de ventilation. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Ensuite, par rapport au territoire, donc là, il y avait énormément d'informations. C'était très riche, j'ai essayé de synthétiser. Donc, il y avait le public des femmes qui est souvent revenu, notamment les femmes seules, dont parfois avec un historique de violence conjugale. Et donc, il y avait souvent la question de la réinsertion, du coup aussi de la séparation parfois, et notamment aussi du délai de gestion des administrations de la séparation qui peut aussi être un frein en termes de pauvreté où les délais sont longs et donc parfois des difficultés pour payer les loyers, etc. Il y avait aussi la question de la santé mentale qui revenait pas mal, santé mentale, psychologique, avec ce côté où il y a de la culpabilisation parfois et donc du coup souvent pas forcément l'envie d'en parler ou d'aller voir des personnes qui peuvent aider et du coup qui créent aussi un peu cet isolement. Il y avait aussi donc le public des jeunes avec un accroissement du coup de la pauvreté dans ce public, parfois des difficultés à accéder à certains droits et parfois aussi des jeunes qui ne comme les femmes ou d'autres publics, qui ne se considèrent pas comme pauvres et qui du coup ne vont pas demander d'aide. Il y avait également un gros enjeu sur le logement. Et donc là, je fais un lien aussi avec un peu la précarité énergétique et parfois du coup des problèmes de logement qui devenaient vraiment, qui étaient soit mal chauffés, soit qui avaient des moisissures et qui aussi pouvaient entraîner parfois la perte de garde pour les familles et ce qui du coup renforçait l'isolement de ces publics. La question de la mobilité qui est revenue également, donc du coup difficulté d'avoir du lien social. Parfois, sur certains territoires, qui sont très clairsemés, il y a des longues distances à parcourir pour pouvoir accéder à certains services, avec aussi un coût élevé au niveau du carburant, au niveau de l'entretien du véhicule et parfois aussi des désertifications médicales. Donc, l'un avec l'autre, des fois, il y a des longs trajets à parcourir pour pouvoir se rendre, par exemple, chez le médecin. Et je fais le lien aussi avec un sujet qui est revenu, qui est l'accès aux soins et la santé, où parfois il y a aussi une grande précarité à ce niveau-là. Et on a parlé également des personnes âgées. Donc voilà, avec cette notion d'isolement également. Voilà, j'espère que je suis la plus fidèle aux témoignages qui ont été faits. Et pour la dernière question, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais j'avais noté donc la lutte contre le non-recours au droit, les liens à faire avec les partenaires pour mettre en place et essayer justement d'aller chez les personnes et voilà, de pouvoir les aider au maximum.
Merci beaucoup, Andrea. Merci aux membres de cette salle pour tous les apports. Du coup, je vais restituer les différents échanges qu'on a pu avoir en salle 1. Malheureusement, nous aussi, on a été un peu pris et dans les débats et par le temps. Donc, on a pu réellement répondre qu'à la question numéro 1. Et je dis répondre, mais il y a eu beaucoup d'échanges de débats. Donc, je vais vous faire un petit résumé des choses, des éléments sur lesquels nous sommes passés. Donc, les premiers éléments sont la question des besoins jugés essentiels qui ne peuvent plus ou pas être satisfaits comme définition de la pauvreté auquel il y a, enfin voilà, cette première proposition a été amendée, on a été d'accord plus ou moins ou pas du tout d'accord, ce qui a permis de faire émerger la question de pouvoir distinguer les causes et les conséquences de la pauvreté. On a également parlé des différents types d'indicateurs qui existent, notamment les indicateurs proposés par Eurostat, qui sont au nombre de 9, avec la question de l'alimentation, des dépenses prévues, de pouvoir partir en vacances, de posséder une voiture personnelle, etc. Si on cumule 3 de ces indicateurs, pardon, on est considéré comme pauvre et plus de 4 comme très pauvre. Donc, c'est une façon aussi de qualifier la pauvreté. Donc, voilà, on a aussi parlé du fait que de concevoir les conséquences de la pauvreté permet aussi d'aborder les leviers mobilisables. Une autre définition qui a été proposée, c'est le fait de ne pas détenir de capital, de patrimoine. Il y a aussi la question de la volonté, du désir, ou si c'est mince, on m'a dit le terme tout à l'heure, mais je l'ai à nouveau oublié, mais la volonté qui est articulée fortement avec la question du renoncement, si c'est un désir de renoncement ou si c'est un renoncement subi, avec les questions de pauvreté sociale, pauvreté émotionnelle, familiale, d'isolement. Sur les questions également d'accès aux droits, on se retrouve dans un système institutionnel qui exclut si on ne rentre pas dans certaines cases. On le voit notamment avec les étudiants boursiers qui, à cause de quelques euros, ne peuvent pas, enfin, boursiers ou non boursiers d'ailleurs, qui, à cause de quelques euros, ne rentrent pas dans certains critères et du coup se retrouvent exclus de certaines aides ou non. On a abordé aussi la question de pouvoir considérer la pauvreté comme handicap, notamment avec l'angle de la mobilité. Donc, on pourrait considérer une certaine pauvreté en cas d'absence de réseau de transport, particulièrement dans les milieux ruraux où la voiture est presque indispensable. Au final, enfin, il y a aussi, enfin, j'essaie d'aller à l'essentiel. Je vais certainement oublier des trucs et vous m'en excuserez. Oui, voilà, sobriété volontaire. Merci, Monsieur Dansac. Il y a la question des accidents de la vie, les points de bascule, en fait, séparation, accident de la route, on se retrouver soudainement porteur de handicap, qui font qu'effectivement on bascule dans un point qui entraîne de la pauvreté ou de la précarité. Et puis, finalement, il y a aussi la question de pouvoir interroger les causes de la pauvreté d'un point de vue social, par le biais des partages des richesses, de comment on ressent sa pauvreté ou pas, vis-à-vis des institutions également, vis-à-vis du bien-être de l'individu. Et puis, bon, j'ai pris mes notes un petit peu dans le désordre, donc c'est difficile de tout restituer tel quel, mais voilà, on a parlé de thématiques telles que la précarité énergétique aussi, les logements insalubres, l'isolement des personnes âgées. On a balayé pas mal de choses sans pour autant réussir à finir l'exercice, mais ça montre bien que finalement, la pauvreté ne peut pas être définie d'une seule façon. Il y a différentes dimensions de la pauvreté à prendre en compte. On ne peut pas avoir une définition unique et singulière. Et je pense effectivement que tous les points de vue qui ont été abordés nous permettent effectivement d'enrichir notre propre conception de ce qu'est la pauvreté. Donc voilà, pas mal de ressources ont été également partagées. Vous pouvez, si vous en avez en tête, les partager à l'heure actuelle dans le chat. Je ferai
une compilation de toutes ces ressources partagées par les participants afin de les rendre disponibles à tout un chacun. Donc voilà. Donc désolée encore d'avoir interrompu assez hâtivement ces ateliers, mais on va devoir passer au point suivant. Donc dans la continuité des ateliers, je vous ai préparé quelques éléments d'apport de connaissances, je dirais, théoriques et chiffrés. Donc je vais passer très rapidement parce que finalement tout ce que je vous avais préparé, on l'a abordé dans les ateliers. Donc, effectivement, comme on disait, il y a plusieurs définitions de la pauvreté. Donc, comme absolue, par la définition d'un montant de revenu, une pauvreté relative par le seuil à 60% du revenu médian, la pauvreté en conditions de vie, et puis il y a la question aussi du halo de la pauvreté entre 60 et 70% du revenu médian. Donc, finalement, on voit bien, pour préparer cet élément, je me suis appuyée sur des ressources de l'INSEE. Donc, je vous mettrai les sources, comme je vous disais, en annexe. En tout cas, en Occitanie, quelque chose qui ressort, c'est déjà, dans un premier temps, c'est l'une des régions où la pauvreté monétaire est la plus répandue, en particulier sur le littoral et dans les espaces ruraux. Les 13 départements occitans se caractérisent par de fortes disparités territoriales et cette pauvreté est présente à la fois dans les communes on va y arriver. Dans toutes les strates de communes et en milieu rural, elle se présente sous la forme d'une courbe en cloche inversée dont les pics sont les quartiers de la politique de la ville et les zones rurales les plus isolées, où on voit un taux de pauvreté qui atteint 17,9% dans les zones rurales non périurbaines. Donc voilà, je vous ai fait apparaître quelques indicateurs non monétaires de la pauvreté, puisqu'effectivement, comme on le disait, la pauvreté recouvre d'autres formes de difficultés sociales, type insertion professionnelle, formation, situation familiale, accès au logement, à la mobilité, l'accès aux soins et aux services publics. Donc, on y retrouve d'autres indicateurs tels que l'illettrisme et l'électronisme, renforcés par la dynamique de dématérialisation des services publics. Le mal logement par le prisme de la précarité énergétique, la précarité relationnelle. Sur ça, il y a une étude, l'étude Solitude de Petits Frères des Pauvres qui est très intéressante et que je vous recommande pour approfondir le sujet. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'accès au droit et puis les difficultés financières du quotidien avec tout un panel de leviers qui sont mobilisables, dont les points conseils budget et autres. Donc voilà, j'essaye de ne pas être redondante avec ce qui a déjà été abordé, mais c'est difficile tant les échanges étaient riches. Donc comme ça a pu être abordé un peu plus tôt également, la pauvreté touche plusieurs types de publics, avec notamment les femmes, les enfants, notamment dans les familles monoparentales. En milieu rural, on se retrouve avec différents visages de la pauvreté qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en milieu urbain, puisque l'urbain comporte des ressources qui ne sont pas forcément accessibles de la même façon aux habitants des zones rurales, voire très rurales, et pour peu qu'il y ait des zones de montagne également, ça complique davantage les choses. En tout cas, je vais passer rapidement sur cette diapositive également, mais sur les enjeux majeurs qu'on retrouve en milieu rural en termes de pauvreté et de précarité. C'est notamment la difficulté à cerner ce qu'elle est en raison du manque de statistiques ou un nombre insuffisant de statistiques et surtout quand on met tous ces éléments-là en comparaison avec ce qui existe dans les espaces urbains en raison de la concentration des populations. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, la pauvreté a des visages multiples, que ce soit des personnes en situation de chômage, les familles monoparentales, les retraités, les agriculteurs en difficulté, voire même des néo-ruraux qui pourraient potentiellement être attirés à la campagne. Je vous fournirai effectivement toutes les ressources en PDF ou via un fichier cliquable, ne vous en faites pas.
Donc, les néo-ruraux attirés à la campagne par un accès qui semblerait plus facile au logement, mais qui du coup se retrouvent face à de nouvelles contraintes énergétiques ou de mobilité, hein, évidemment. Et puis, dans tout ça, on se rend également compte que, il n'y a pas de politique publique dédiée à la pauvreté en milieu rural, malgré toutes ces spécificités qu'on retrouve, comme ça pourrait être le cas, dans la politique de la ville, qui est une politique publique territorialisée, spécialisée, et qui a développé des outils, de sa création il y a 30 ans, à maintenant. Donc, voilà. Et puis, grosso modo, ce sont, les éléments que je voulais vous présenter. J'ai essayé d'être vraiment très succincte parce que je me doutais bien que parmi tous nos échanges, ça aurait été des éléments qui auraient été abordés. N'hésitez pas à compléter, soit par le chat, soit en levant la main. Et là, je vais essayer de voir si monsieur Loïc Baeto est déjà parmi nous. C'est notre intervenant pour, la suite des échanges. Est-ce que monsieur Loïc Baeto s'est déjà connecté? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement, je vous remercie. Dans ce cas, je vous laisse la parole et vous avez la possibilité de faire défiler les slides normalement, et si ce n'est pas le cas, dites-moi et je les ferai défiler pour vous. Oui, je veux bien que vous le fassiez défiler parce que je suis sur mon téléphone en fait, hein, avec des ordinateurs du ministère de l'Intérieur, j'arrive pas à accéder à Teams. D'accord, bon, je vous les ferai défiler dans ce cas. Allez-y. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir au sein de cette enceinte. Juste pour me présenter en 2 mots, hein, moi je suis Loïc Baeto et je suis stagiaire INSP auprès du préfet de la région Occitanie, donc pour un temps relativement bref, en Haute-Garonne. Dans ce cadre-là, j'ai réalisé une synthèse des pactes territoriaux de solidarité dont je vais vous parler rapidement ce matin. Une synthèse qui avait été demandée par la déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté. Une synthèse qui est forcément partielle, hein, puisque c'est une démarche qui est vraiment nouvelle, qui est en plein démarrage, avec des financements qui, pour les territoires concernés, sont arrivés assez tardivement en fin d'année dernière. Donc voilà, donc on en est quand même à un stade assez balbutiant, mais la démarche est quand même intéressante et elle est déjà porteuse d'effets, donc c'était aussi intéressant de pouvoir vous en parler ce matin et éventuellement prendre des questions sur le sujet. Peut-être rappeler un peu le cadre de ces pactes territoriaux des solidarités. Donc, ils s'inscrivent dans l'ensemble des stratégies de lutte contre la pauvreté à l'échelle nationale. C'en est une déclinaison territoriale. Ils ont été mis en place par une instruction ministérielle du 12 juin 2024, donc c'est encore récent. Et l'enjeu de ces pactes, c'est véritablement de décliner le pacte national des solidarités, mais sur un territoire donné, et en évitant toute forme de dispersion des énergies. Et donc en se concentrant sur quelques priorités seulement, pas en voulant toucher l'ensemble du spectre des déterminants de pauvreté, mais véritablement en s'attachant à des priorités qui sont les priorités d'un territoire. Un territoire qui est resserré. On est sur des périmètres géographiques qui sont assez étroits, hein. L'enjeu, c'est d'être plutôt sur des bassins de vie. Et puis, l'enjeu de ces pactes territoriaux de solidarité, c'était aussi par contre, générer des partenariats très larges à l'échelle de ces territoires pour mutualiser, hein, en quelque sorte, mais surtout optimiser les ressources quand elles visent les mêmes objectifs. Donc c'est pour ça que ces pactes doivent s'inscrire dans l'ensemble des dispositifs existants. Ça peut être notamment les conventions territoriales globales qui sont portées par la CAF, mais ça peut aussi être les contrats de solidarité signés à l'échelle départementale, les contrats de ville pour les territoires qui sont concernés, alors un peu moins les zones rurales par essence, et puis l'ensemble des schémas territoriaux, feuilles de route qui peuvent exister dans le champ des solidarités et de la lutte contre la pauvreté. Voilà, donc c'est véritablement ça qui est important. Et le dernier enjeu quand même qui est très fort et qui était souligné dans l'instruction ministérielle, c'était d'être sur des impacts réels et mesurables. L'enjeu étant d'être immédiatement opérationnel et surtout de produire des effets. C'était véritablement ça. Alors, toute politique, hein, a vocation à produire des effets, mais là il y avait véritablement l'enjeu de l'évaluation devait être à la base, enfin en tout cas dès les premiers jalons de la démarche, bien identifié par les porteurs.
Le choix qui a été fait en Occitanie, c'est de cibler les territoires les plus pauvres à partir de certains déterminants économiques, sociaux, produits par l'INSEE. Donc il y a eu plusieurs EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale, qui ont été ciblés pour répondre à un appel à manifestation d'intérêt. Alors même si tous les projets n'ont pas été sélectionnés dans ce cadre-là, mais c'était quand même ça l'enjeu. Et finalement, donc, il y a eu 24 pactes qui ont pu être lancés en Occitanie, dont 19, donc une grosse majorité, qui intègrent des zones rurales. Je dis qu'intègrent parce que pour certains d'entre eux, il y a quand même une ville-centre, mais des zones rurales importantes et concernées par le pacte directement. Les thématiques qui ont été choisies par les EPCI, alors il y a aussi quelques associations, je ne l'ai pas dit, mais on a essentiellement des EPCI, mais on a quand même quelques associations qui portent des projets. Sur des thématiques donc variées, beaucoup de projets qui visent des aides à la parentalité, des aides aux familles monoparentales notamment. Mais on a aussi beaucoup d'actions en lien avec l'accès aux droits, la lutte contre le décrochage scolaire, et notamment dans les zones rurales, mais pas uniquement, des actions au titre de la mobilité, vues comme un frein à l'insertion socio-professionnelle. Donc, les premiers éléments de bilan que je peux donner à ce stade, ils sont forcément partiels. Je le disais, la démarche, elle est balbutiante encore, elle démarre tout juste. Mais ce que je peux en dire, c'est que c'est une démarche qui permet de financer des projets innovants. Et ça a été relevé par de nombreux porteurs, des projets qui étaient parfois un peu en soute, mais qui, faute de financement, et parce que justement, il y avait un risque lié à l'innovation sociale qui était portée, étaient un peu laissés en rade. Donc voilà, donc ça a véritablement permis de faire émerger des projets de ce type. C'est une démarche qui permet de renforcer des partenariats à l'échelle territoriale. Beaucoup de PCI étaient déjà intégrés dans des démarches territoriales. Il n'y a pas eu d'invention des partenariats via des pactes territoriaux des solidarités. En revanche, ça a permis de renforcer des partenariats avec des acteurs qui étaient peut-être moins engagés sur certains territoires. La MSA, notamment, s'est engagée dans beaucoup de territoires ruraux dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas les seuls. Et puis, les associations du territoire ont aussi beaucoup contribué. Le conseil départemental aussi a pu s'engager par ce biais-là. Les ARS se sont engagés dans certains cas. Donc voilà, donc des partenaires qui parfois étaient plus distants, je pense à l'ARS notamment, qui, dans le cadre des pactes territoriaux, sont venus apporter soit des financements, soit des dispositifs en appui des démarches enclenchées. Donc c'est une démarche récente, mais c'est une démarche qui est quand même déjà enclenchée. On a des actions qui sont en cours pour 13 projets sur les 24 que j'ai cités. Alors les 24, c'est un peu un abus de langage aujourd'hui parce qu'en réalité, il y a déjà un territoire qui a abandonné parce que c'est une démarche qui est assez ambitieuse et qui peut être lourde pour un territoire. Et puis personne n'ignore aujourd'hui les contraintes financières qui étaient à l'œuvre en début d'année et qui ont pu peser sur certains EPCI avec une visibilité de leurs moyens financiers qui n'étaient pas nécessairement au rendez-vous en début d'année. Donc voilà, finalement, il n'y a qu'un porteur qui a fini par jeter l'éponge, ce qui est une chance sur le département, mais il y a des points de fragilité qu'il faut pas nier d'ores et déjà. D'autant que les délais de mise en œuvre sont très contraints, puisque, là je l'ai dit, 12 juin 2024, instruction ministérielle, l'appel à manifestation d'intérêt en Occitanie, elle a été lancée dans la foulée dans le courant de l'été. Et puis ensuite, il y a eu peu de temps pour finalement monter véritablement les projets. La vigilance pour les mois à venir sur ce dispositif, c'est le cadre d'évaluation parce que les délais n'ont pas toujours permis de le faire aussi nettement que ce qui était prévu par l'instruction ministérielle. Et puis il y aura la gouvernance de ces pactes parce que l'enjeu c'est d'avoir une gouvernance partenariale qui illustre en fait le fait que c'est une démarche très, très coportée. Pour être peut-être plus concret sur les attendus du pacte, j'ai choisi 2 exemples. Alors j'ai essayé d'en choisir de personnes qui ne sont pas aujourd'hui au groupe de travail. Je me suis dit que ça serait plus intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait quelques porteurs et puis quelques desks qui étaient présents. Donc j'ai essayé de choisir des pactes qui ne représentaient pas des gens autour de la table. Donc le premier que j'ai choisi, c'est l'exemple de la communauté de communes 16 Cévennes dans le Gard. C'est un projet qui est intéressant, celui de 16 Cévennes, parce qu'à l'origine, il parle d'une action assez ponctuelle. Il parle de l'action d'un service de ludothèque itinérante qui était déjà à l'œuvre sur le territoire. Et l'enjeu du pacte, c'était de le développer avec la volonté de repérer des situations difficiles au sein des familles, de proposer des actions d'accompagnement à la parentalité, d'accès aux droits des familles en situation de précarité, et puis aussi une offre de services culturels avec un engagement assez fort de la DRAC, ce qui est une originalité.
Et puis une volonté aussi portée par le pacte de diminuer l'impact énergétique du service, notamment en achetant un véhicule électrique. Donc voilà, donc on parle d'un projet finalement qui est assez ponctuel, enfin en tout cas qui est ambitieux, mais qui vise des actions quand même assez simples en termes de mise en œuvre, avec des partenariats quand même assez solides, hein, je le disais, donc le lieu accueil enfants parents du territoire, l'ensemble des communes du territoire, des acteurs du secteur médico-social, les établissements de petite enfance, les écoles, et puis la CAF et la DRAC comme acteurs plus hors des frontières de l'EPCI. Et en fait, là, il y a ce qu'a lancé la communauté de communes Pacte Cévennes, c'est à partir de cette action, une démarche de formalisation du pacte beaucoup plus large, avec des actions en matière de prévention de la pauvreté qui abordent plusieurs autres secteurs, une volonté de l'amélioration de la qualité des accompagnements sociaux dans l'ensemble des guichets portés par les partenaires du pacte, du développement de l'accès aux offres de services avec une mise en visibilité de l'ensemble de l'offre partenariale, et puis des échanges de bonnes pratiques, des expérimentations communes et un partage d'outils. Donc voilà, on voit qu'en partant de quelque chose de finalement assez circonscrit, il y a une volonté ensuite de faire vivre ce partenariat de manière plus large. Le deuxième exemple que je voulais évoquer avec vous, c'était celui du Grand Narbonne, dans l'Aude, qui est cette fois-ci un projet centré autour des questions de mobilité. Donc là, même si on n'est pas que sur de la zone rurale, hein, puisqu'il y a la ville de Narbonne et son agglomération, mais il y a quand même des zones rurales sur le territoire de la communauté de communes. Et le constat qui a été posé par la communauté de communes, c'est que finalement, on a beaucoup de transports qui fonctionnent en étoile vers la ville de Narbonne, mais que les zones rurales sont mal reliées à d'autres territoires d'emploi. Et donc, ce qu'a proposé la communauté de communes, c'est un programme qui s'appelle Mobines, qui est donc un programme centré autour de la mobilité, avec 3 axes principaux. D'abord, quelque chose d'assez général, avec beaucoup de bénéficiaires. Ils visent 200 bénéficiaires dans l'année, et ils ont déjà pratiquement touché 70, donc ça montre qu'il y a une attente forte. Avec des diagnostics individualisés des besoins en matière de transport, avec la création d'un service point mobilité, qui existe déjà, mais qui serait renforcé, et qui effectuerait surtout des permanences, alors à la mission locale sur le territoire de Narbonne, mais surtout dans les maisons France Service qui sont elles en zone rurale. Et puis, donc, dans cette première axe aussi, des actions collectives autour des questions de mobilité, avec des rencontres sur différents espaces, mais aussi des ateliers d'initiation au code de la route et un accompagnement aux démarches d'accès à des cartes de transport. Le deuxième axe, qui est assez innovant, c'est la facilitation d'accès à un moyen de locomotion pour un public jeune en insertion. Donc là, pour l'instant, c'est plus modeste, hein, ce qui est visé, c'est 15 à 20 personnes, parce qu'on est plus à un stade expérimental. Ça peut être des moyens de transport qui vont du vélo à la voiture, en passant par le scooter, donc en fonction véritablement du besoin. Et l'enjeu, c'est d'accompagner dans les premiers mois de l'insertion professionnelle les gens avec accès à un moyen de locomotion, et ensuite, si ça fonctionne, de les aider à accéder au microcrédit pour acquérir le moyen de transport en question. Donc, je fais un très grand trait, mais c'est ça l'enjeu. Et puis, le dernier point, c'est l'expérimentation d'un accès à des réparations de véhicules à faible coût. Alors, ça, c'est pas lancé. C'est quelque chose il va y avoir une ingénierie de projet tout au long de 2025. Et l'enjeu, c'est de créer un garage solidaire, puisqu'une fois qu'on a un véhicule, généralement, c'est le coût de son entretien qui peut être pénalisant. Et on sait que quelqu'un qui n'a plus accès à son véhicule peut être en difficulté en matière d'emploi. Donc, voilà. Donc là, c'est un enjeu qui est pour l'instant en cours d'investigation. Si j'ai choisi ce projet-là, c'est finalement parce qu'il est sur un partenariat plus resserré que celui que j'ai décrit avant, mais que par contre, on est sur des actions qui sont innovantes et qui partent d'un diagnostic très clair, en fait, d'une difficulté du territoire. Voilà, j'ai présenté ça à très grand trait, mais je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur Baeto. Donc, on est vraiment tout juste niveau timing. Je vais revenir sur la projection de ce groupe de travail. Donc, on prévoit, comme je vous disais plus tôt, une visioconférence à la rentrée de septembre 2025 autour des thématiques abordées plus tôt. Dans tous les cas, je vais vous faire parvenir un questionnaire pour nous aider à orienter et ajuster ces thématiques, et également savoir si ce format vous a plu pour qu'on puisse l'améliorer. Je sais qu'on a eu des petits soucis techniques au niveau des salles, donc ça peut être l'opportunité de prendre vos suggestions ou de trouver un support plus adapté si celui-là n'est pas le bon. Et puis de savoir si vous voulez pleinement, pour des raisons RGPD aussi, si vous voulez que je conserve vos adresses pour faire partie de façon pleine et... Oula,
on va pas s'en sortir avec les termes aujourd'hui. Si vous voulez adhérer en libre conscience à ce groupe de travail, le second temps qui est prévu d'ici fin 2025, début 2026 est une journée d'études où on pourra rentrer davantage dans tous les sujets abordés jusqu'ici en thématisant. Donc voilà, organisation à venir, je vous ferai parvenir tous les éléments au fil de l'eau. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre présence, pour votre attention et votre participation. C'était très enrichissant, très costaud comme contenu, comme sujet abordé et je suis très contente de voir la myriade d'acteurs qui a pu se libérer aujourd'hui en fonction des thématiques, des types de structures. Ça montre que effectivement sur le territoire, on est vraiment très engagé sur les questions de prévention et de lutte contre la pauvreté. Peu importe le bout par lequel on tire le sujet, c'est vraiment intéressant de voir une aussi belle mobilisation. Donc, merci beaucoup pour ça. Et voilà, comme je vous disais, je vais vous faire parvenir ce support dans lequel j'avais fait une première sélection de ressources qui, selon moi, pourraient vous être utiles. Que je compléterai avec les différentes ressources que vous avez pu me fournir à moi ou à mes collègues au cours de cette séance. Donc voilà. N'hésitez pas à me recontacter. Je vous ai mis également mon adresse mail dans le support. Dans tous les cas, je vous envoie un mail très prochainement avec tous les supports, tous ces éléments-là. Et puis, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter ou je peux... Ulrich, Andrea, vous voulez conclure sur quelque chose? Non? Non, tu as tout dit, Cassie. Merci. Merci. Monsieur Dansac, je vous écoute. Oui, en fait, moi, j'avais hésité à impliquer les étudiants dans dans cette démarche, parce que Ulrich m'avait demandé au départ si c'était possible. Alors, techniquement, c'était compliqué pour moi, pour ce premier temps d'échange. Et en même temps, je me dis là, effectivement, dans ce groupe de travail, que ce qui manque, c'est justement des personnes en situation de pauvreté. Et donc, je voulais demander si éventuellement, si dans nos entourages, nous repérons des personnes en situation de pauvreté qui pourraient participer, est-ce qu'on peut leur Bien suggérer sûr. comment on fait pour qu'elles interviennent dans ces groupes de travail? Mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Je vous invite à me faire remonter leurs coordonnées pour qu'on puisse faire un entretien préalable en préparation des prochains temps. Et puis oui, moi je suis preneuse. Je pense effectivement, c'est difficile de parler d'un sujet sans les principaux concernés. Donc c'est une très bonne idée. Je vous remercie pour la suggestion. Si pas de questions, pas de compliments, je vois qu'il y a déjà des personnes qui doivent nous quitter. Je vais conclure le groupe de travail. Encore une fois, mille merci pour votre présence et vos apports. Merci, Monsieur Bayeto, de vous être libéré pour nous faire cette présentation. Et merci à mes co-animateurs également de m'avoir soutenu dans tout ça. Donc voilà, à très bientôt et je vous fais parvenir le plus rapidement possible toutes les ressources que nous avons abordées aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Pareillement, bonne journée.